Bonjour à tous, bienvenue dans cet event qui parlera de pipeline d'apprentissage de grands modèles de langage, le LLM, le cas de ChatGPT. Donc, je me présente, je m'appelle Héritier Candolo, je suis le hôte de cet event, accompagné de Monsieur Jonathan, donc le PhD Jonathan Kabbalah, qui va faire le speech, donc c'est lui qui va intervenir lors de notre event. Et en gros, c'est un docteur, donc c'est un doctorant en machine learning, donc en computer science, concentration machine learning. Donc, il est plus expert dans ce domaine ou dans ce thème et on va profiter de son expertise pour qu'il nous fasse, qu'il nous présente cet event. Donc, à vous la parole. Donc, docteur, je vous laisse l'écran et vous pouvez démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour les présentations. Alors, nous allons passer directement à la présentation que nous avons aujourd'hui. Dites-moi si vous pouvez voir mon écran et ce que je partage. Héritier, tu peux voir mon écran? Oui, D'accord. c'est bon. C'est passé. C'est bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pipeline d'apprentissage de grands modèles, des langages, le LLM en cours, et on va illustrer avec le cas de ChatGPT. Ça sera quand même un aperçu global. En tout cas, s'il faudra apprendre en détail le LLM, c'est presque un cours pour toute l'année ou pour tout un semestre à l'université. Alors, nous allons juste parler de quelque chose en général et les questions sont les bienvenues. Et s'il y a d'intérêt, on pourrait toujours organiser d'autres webinaires où on va aller un peu plus en détail. Voilà. Voilà notre agenda. Les 4 premiers points vont juste discuter des étapes majeures pour arriver à un produit comme ChatGPT. Et enfin, nous allons parler de quelques applications populaires pour le LLMs. La grande question, c'est quoi les LLMs? Peut-être on a entendu parler des outils comme ChatGPT qui a été produit par une entreprise qu'on appelle OpenAI. C'est parmi les LLM, peut-être c'est le LLM le plus populaire. Mais il y en a d'autres comme Google a suggéré des LLMs comme Bard, Gemini et Meta, l'entreprise mère de Facebook, a un autre LLM qu'il a déjà suggéré, qui est d'ailleurs open source, qu'ils appellent Llama. Celui-là, tu peux même télécharger ce modèle et jouer avec dans le local, quoi. Alors, c'est quoi le LLM? Par définition, c'est un type d'intelligence artificielle spécialisée dans la compréhension et la génération des textes dans une langue naturelle. Quelques mots-clés ici, ce sont spécialiser la compréhension et la génération. C'est-à-dire, c'est un truc qui est bien taillé à comprendre le texte dans un langage naturel et à générer ce texte là-bas. C'est-à-dire, ça essaye d'imiter comment est-ce que nous, les humains, on génère le texte, comment on génère le texte en parlant, par exemple, ou nous sommes en train de composer un texte. Alors, ces outils d'intelligence artificielle imitent comment on génère le texte cohérent, et voilà, ça va te le générer. Donc, ça apprend à faire cela. Et c'est juste ça, un LLM. Alors, puisque ça peut générer le texte, ça ouvre une porte à beaucoup plus d'applications. Je vais illustrer quelques petites applications avec le LLM, ChatGPT. Comment est-ce que ça régénère le texte? Tu peux par exemple lui dire, écris-moi un poème pour ma fiancée. Et d'ailleurs, ça va même me corriger les fautes d'orthographe. Alors, tu lui tapes juste ça, ça va te régénérer un texte. C'est tout ce que ça fait. Alors, plus que tu as un texte généré et que ça comprend le texte, ce texte est cohérent et ça ressemble vraiment à un poème. D'ailleurs, tu peux même lui donner beaucoup plus de contexte. Je veux que ce poème puisse ressembler à ceci, je veux que ce poème puisse ressembler à cela et ça va le faire. Ça ne régénère pas le texte seulement comme ça peut régénérer par exemple les commandes. Tu peux par exemple lui dire génère-moi les instructions pour configurer OSPF sur un routeur Cisco.
Et voilà. On attend quelques secondes et ça va commencer à générer le texte en t'expliquant comment il faut configurer ce protocole-là sur un routeur OSPF. Ça te donne des étapes par étape, ce qu'il faut faire. Et après, ça va même te régénérer les commandes typiques que tu dois taper dans le Cisco OS sur un routeur. Alors, ça te fait cela. Ça peut te faire beaucoup de choses. Les applications sont vraiment énormes à ce point. Donc, je vais laisser que ça génère pour avancer assez rapidement. Mais pour ceux qui connaissent comment faire cette sorte de configuration, tu vas voir que les codes que c'est en train de taper sont assez familiers. Tu peux même lui dire, bon, je ne veux pas que tu puisses générer ça comme ça, je veux que tu génères ça comme ça, ça va le faire. Tu peux même lui dire, génère-moi le code pour envoyer un message IPv4 dans Python. Ça va te régénérer du code en Python qui est en train d'envoyer un message avec le protocole IPv4. Donc, ça peut faire beaucoup de choses. Et voilà. Même le code, ce sont des textes. Ça apprend à générer cela. Donc, tout ce que je voulais illustrer ici, c'est que le LLMs, ce sont des outils spécialisés d'intelligence artificielle qui comprennent le texte dans un langage naturel comme le français ou le lingala, et puis ça te génère ce texte là-bas. Tu peux lui poser une question, ça te génère ce texte. C'est tout ce que ça fait. Voilà. Voilà le démo qu'on a déjà fait. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir, la question plutôt, c'est comment est-ce qu'on peut avoir ce LLM. C'est ça d'ailleurs qu'on va discuter. On va discuter 4 étapes sous lesquelles les gens vont pour produire quelque chose comme ChatGPT. Et les étapes sont le pré-entraînement, le fine-tuning supervisé. Le fine-tuning, on peut le comprendre comme l'adaptation supervisée. On va voir si ça signifie quoi. Et la modélisation de récompense. Enfin, l'apprentissage par renforcement. Avec le pré-entraînement, au tout début, ce dont on a besoin, ce sont les données. On récolte les données. Où est-ce qu'on le trouve? Dans la plupart des cas, des choses comme ChatGPT, ils récoltent les données de l'Internet. L'Internet a beaucoup de textes. Et si dans ce cas, ce sont des trillions de mots qui sont en train de récolter sur Internet. Et après ça, ils ont besoin d'un algorithme qui va leur permettre à faire la modélisation. Et cette modélisation, c'est juste une tâche à prédire le prochain token ou le prochain mot. C'est ce que c'est en train de faire. On a vu quand on posait des questions à ChatGPT, ChatGPT est en train de régénérer des mots et ça régénère un mot, en quelque sorte, un mot un par un. Alors, il faut un algorithme qui va nous permettre à modéliser cela. Et on va voir comment est-ce que ça se passe. Après l'algorithme et la modélisation, on a ce qu'on appelle le modèle de base. C'est-à-dire, quand on a ces données là-bas, on a un algorithme qui apprend à régénérer du texte sur ces données. On a le modèle de base enfin. Voilà. Et les modèles de base, par exemple, c'est comme GPT-3. ChatGPT, ce n'est pas un modèle de base. On va voir à la fin pourquoi ce n'est pas un modèle de base. Mais tu as des outils comme ChatGPT, qui est basé sur un modèle de base GPT-3, ainsi de suite. Et ce processus est tellement coûteux, on va voir quelques estimations en termes d'argent, mais ça demande des milliers de GPU et de mois pour faire ce pré-entraînement. Alors, allons un peu plus en détail avec les données. D'où viennent les données? Où sur Internet? Un exemple typique, c'est ce modèle de base, un LLM de base de l'entreprise Meta. Ils ont pris les données de l'Internet. Il y a cette base de données sur Internet qu'on appelle le Common Crawl. C'est-à-dire, à chaque intervalle de temps, il y a des services sur Internet qui prennent des données sur Internet et les écrivent dans cette base de données qu'on appelle Common Crawl. Ça, presque toutes les données publiques qu'il y a sur Internet. Alors, cette entreprise a pris environ 3 terabytes de données dans cette base de données et a aussi pris des données dans d'autres endroits sur Internet comme le Wikipédia, comme les GitHub. C'est pour ça que ça peut même nous régénérer du code parce qu'ils ont aussi
incluent le texte type code dans leur pré-entraînement, comme dans leurs données, quoi. Alors, c'est là où ils obtiennent les données. Et c'est beaucoup de données. Un fichier juste pour le texte qui est en termes de gigas, c'est beaucoup de données. C'est beaucoup de données de texte. Alors, ils téléchargent ça, tout ce qui est accessible publiquement sur Internet, ils téléchargent et ça constitue leurs données. Si vous voyez ici, ils ont ce qu'ils appellent le sampling proportion, c'est-à-dire ils sont en train de prendre des proportions particulières de chaque source de données où ils ont téléchargé. Alors, avant qu'on puisse aller sur l'autre étape, on va discuter un concept qu'on appelle la tokenisation. Parce que l'algorithme qu'on va utiliser pour apprendre à générer le texte ne fonctionne pas très bien, ne fonctionne pas si tu lui donnes du texte. Ça ne comprend pas le texte, ça comprend le chiffre. Alors, le processus de tokenisation est en train de convertir le texte vers le chiffre. Alors, comment ça se fait? En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent le texte en ce qu'on appelle le tokens. Un moyen de voir le token, c'est un token peut être équivalent à un mot. Il y a des petites nuances, mais en général, tu peux penser à un token comme un mot. C'est-à-dire, on prend le mot comme un si, on le prend entièrement comme ça représente un token. On prend un mot comme toujours, ça représente un token. Alors, chaque token, on le mappe en un chiffre. Et le mappage est arbitraire ici. Mais si tu dis qu'un si doit être mappé au chiffre 32, alors à chaque fois que tu trouves le mot ainsi dans ton texte, tu vas le mapper au token 32. Mais avant que le modèle ne soit entraîné, comment le mappage à quel chiffre, c'est arbitraire. Tu peux juste attribuer d'une manière aléatoire. Alors, ce que je veux que vous puissiez vous rappeler ici, c'est que nous avons du texte qu'on transforme en token, et chaque token, tu peux juste dire que c'est un mot. Alors, tu peux aller dans ton texte, s'il y a par exemple un espace, tu extrais par exemple, le texte à partir de l'espace, donc tu auras ainsi, toujours, poussé, ainsi de suite, et tu le transformes dans des chiffres entiers. Et généralement, il y a des algorithmes qui peuvent te faire ça. Parmi les algorithmes populaires, tu as comme le byte pair encoding, donc le codage des paires d'octets. Il y a d'autres qui existent. Alors, ce n'est pas vraiment le focus de cette présentation. Ce que je veux que vous puissiez vous rappeler, c'est que nous avons du texte qu'on transforme en token. Alors ça, c'est important. Vous allez voir comment est-ce que c'est important. Alors, vous vous rappelez, les tokens comme ça, c'est ça le texte que j'ai représenté ici. Donc, à chaque fois que je représente ces tokens, ça représente les tokens en chiffres, ça représente du texte. Alors, nous avons ce token là-bas qui représente un texte particulier. Et voilà comment est-ce qu'on fait le pré-entraînement. Ça, c'est un aperçu global. Il y a beaucoup de détails. Et s'il y a des questions, c'est la bienvenue. Alors, je vais expliquer le processus un peu plus globalement. Alors, nous avons notre texte qu'on a téléchargé sur Internet. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils prennent aléatoirement, par exemple, 4 phrases de ce texte là-bas. Et ici, nous avons environ 4 phrases. On peut penser ça comme 4 phrases. Et chaque ligne ici, c'est une phrase. Et chaque token ici représente un mot particulier. On peut penser de ça comme ça. Alors, l'idée, c'est on veut envoyer un token, par exemple 16 281, à notre modèle qui est un réseau de neurones avec l'architecture populaire qu'on appelle le transformer. C'est juste un nom qu'on a donné à ça, il n'y a rien de spécial. C'est juste, on peut penser de ça comme une fonction mathématique très complexe. Alors, l'idée, c'est on y envoie un token comme 16 281 pour que ça puisse nous prédire qu'après 16 281, le token prochain, c'est 3188. Et nous savons déjà que 16 281 correspond à tel mot. 3188 correspond à tel mot. Alors, nous, on veut seulement que le modèle puisse nous prédire. C'est comme une fonction mathématique où tu as, par exemple, y égale mx plus b. Tu as ton paramètre m, par exemple, 3, et le x est, par exemple, 16 281. Alors, tu vas faire ces calculs et le y sera, par exemple, 3188.
Alors, c'est un modèle complexe, ça a des milliards de paramètres, ce n'est pas comme une fonction simple comme on l'a appris à l'école. Alors, l'idée, c'est que ça va prédire le prochain token. Alors, au début, ça ne sait pas comment le faire et vous allez entraîner ce modèle pour que ça puisse s'adapter à prédire cela. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Globalement, quand tu envoies, par exemple, le token 3188, ce que ce modèle te fait, c'est de produire une distribution de probabilité. Dans GPT-3, il y a environ 50 257 mots particuliers ou le token. Alors, ça te génère une probabilité de distribution où tu peux lire les probabilités de dire c'est quoi la probabilité que le prochain token c'est 513. Par exemple, dans ce cas, ça peut être 0.2. Et c'est quoi la probabilité que après 3188, c'est le token 11? Peut-être que ça a une très faible probabilité comme 0.0005. Alors, l'idée, c'est que tu vas prendre le token avec le plus de probabilités. Et c'est ça que tu vas utiliser. Donc, ce modèle, au début, il ne sait pas comment prédire ce token là-bas. Alors, à chaque fois que tu envoies ces données et que ça prédit incorrectement, tu le corriges un peu pour dire prochainement, essaie de produire le token que moi je veux. Et quand tu fais ça pendant beaucoup plus d'étapes, ça va apprendre cela et ça va apprendre à générer le texte. Avec une aperçu global, c'est comme ça qu'on entraîne ce genre de modèle. Encore, il y a beaucoup de détails dans lesquels on peut entrer, les questions sont la bienvenue, mais sur le plan global, c'est comme ça que ça se fait. Et généralement, c'est un processus très coûteux. Hein. Comme je le dis, ça prend 2 mois. Utilisons plus de 1000 GPU et les GPU sont trop chers. Par exemple, le GPT-3, qui est le modèle de base utilisé dans ChatGPT, a coûté plus de 4 millions de dollars américains pour juste l'entraîner. Donc, ce sont des modèles que nous, les particuliers, aurons du mal à entraîner pour l'instant. Mais on peut quand même entraîner de petits modèles, juste pour savoir comment est-ce que ça marche. Mais si on veut entraîner ChatGPT, en tout cas, ça va nous demander beaucoup d'argent. Voilà. Ça, c'est juste un exemple de comment est-ce que ça se passe, le pré-entraînement. Nous avons, par exemple, le texte qui est en blanc. Nous voulons que ce modèle puisse apprendre à générer ce genre de texte. Ça, c'est juste un exemplaire. Au début, avant que les modèles ne soient entraînés, ça génère de choses aléatoires. Ça génère de tokens aléatoires. Donc, le texte qui est là, juste en bas du texte blanc, c'est aléatoire. Ça n'a pas de sens. Alors, quand tu es en train d'entraîner, au fur et à mesure que tu es en train de modifier ce modèle, quand il te prédit de mauvaises choses, tu le modifies, il commence à apprendre à prédire des tokens comme il le faut. Ça apprend, par exemple, après tel mot, je dois prédire tel mot. Et vous êtes en train de voir, après plusieurs itérations, on commence à avoir des mots qui ressemblent, dans ce cas, c'est un exemple anglais, qui commence à ressembler au mot anglais par rapport à avant que ça entraîne, c'était des caractères aléatoires. Mais quand ça a entraîné, ce sont des mots qui commencent à ressembler au mot anglais. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer quand ces choses ont commencé. ChatGPT, c'est la 3e ou même 4e génération de LLMs de l'entreprise OpenAI. En 2018, ils ont lancé le premier modèle qui était GPT-1. Généralement, quand les gens entraînaient le modèle de base, ça ne générait pas encore des choses que ça génère, mais non, tu ne pourrais pas poser des questions pour dire est-ce que tu peux me régénérer les instructions pour configurer le protocole OSPF sur le routeur? Ça ne faisait pas encore ça. Comment est-ce que les gens utilisaient ces modèles? Ils les utilisaient pour d'autres applications, comme faire la classification de choses. Ou la classification des textes, par exemple, si tu as le texte comme le poème, par exemple, je sais pas, une chanson et tu veux prédire ou classifier si un texte particulier est de telle catégorie. Ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils entraînent leur modèle de base, pour ceux qui connaissent, ils figent leurs paramètres et ils ajoutent un petit modèle là-dessus, un modèle linéaire, et pour apprendre à classifier les choses. Une application assez particulière, c'était par exemple détection de plagiarisme, où ils prennent le texte que quelqu'un a écrit et un autre texte qui existe, ils essaient de
de comparer et voir combien c'est similaire pour donner un score particulier. Si c'est trop similaire, alors il détecte le plagiarisme. Ce que je veux juste montrer, c'est que au début, quand ils étaient en train d'entraîner ces LLMs, ce n'était pas encore au niveau des agents comme ChatGPT. C'était juste des modèles qu'ils étaient en train d'utiliser pour d'autres applications. Une autre application, c'était le prompting, qui était un art où tu vas passer un exemplaire de texte pour faire que le modèle puisse compléter. Et ça commençait avec la série de modèles comme GPT-2, avant GPT-3 qui nous a donné ChatGPT. Dans cet exemple, c'est que tu lui donnes un texte particulier, tu donnes un exemplaire de question. Par exemple, ici, on veut savoir l'âge de Catherine. Et l'âge de Catherine dans le texte ici, il est donné. Catherine a 54 ans. Alors, là, tu lui donnes la réponse. Alors, après lui avoir donné ce texte et un exemple de question-réponse, tu lui poses une question. Et où est-ce que Catherine vit? Et ça doit te donner une réponse. Et les gens ont découvert que tu peux utiliser ces genres de LLM aussi dans ce cadre. Mais c'était encore difficile pour la plupart d'entre nous parce que comment faire ce prompting, comment savoir les meilleures questions à poser pour que ça puisse apprendre comment répondre, c'était encore difficile. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés à ChatGPT. On va voir comment nous sommes arrivés par là. Et juste en passant, il y a beaucoup de LLMs qui existent, de modèles de base qui existent. Nous voyons le GPT qui est le GPT-1, le GPT-2, GPT-3, juste le GPT-4 pour l'instant. On pense que GPT-5 va venir bientôt, on ne sait pas encore. Mais il y a d'autres entreprises comme le Llama, c'est de l'entreprise Meta, et d'autres particulières, des startups qui ont des modèles. Et quand vous voyez ici, en 2018, il n'y en avait même pas beaucoup. En 2022, les gens, c'est devenu populaire et tout le monde veut faire son LLM. Google a eu beaucoup d'itérations de modèles de base pour les LLMs, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, dans le domaine technologique, ce sont des choses qui sont d'actualité. Voilà. Alors, il y a un problème avec le modèle de base. On a fait le pré-entraînement et on a un modèle de base. Le modèle de base n'est pas encore au niveau de ChatGPT parce que ce modèle de base ne peut pas répondre aux questions. On va voir un exemple bientôt. Et ce modèle de base complète seulement les choses comme les phrases ou les paragraphes, comme ça a pris des données d'Internet. Ça fait plus, il n'y a rien de plus que ça fait, à part juste générer des choses qui sont cohérentes, qui ne sont pas nécessairement répondre aux questions. Et ces modèles de base ne sont pas encore des assistants comme ChatGPT. Ça, c'est un exemple. Je n'ai pas trouvé un exemple en français, j'ai trouvé un exemple en anglais, où quelqu'un dit à un modèle de base, tu peux m'écrire un poème à propos du pain et du fromage. Et là, c'est en train de répondre, quoi. Mais quand tu vois la réponse, c'est pas vraiment des étapes pour... ce n'est pas un poème. Ça écrit des choses comme écris-moi un poème, comme réponse, quoi. Écris-moi un poème à propos de quelqu'un qui est décédé de la famille. Nous, on ne veut pas que ça puisse aussi nous poser des questions. Nous voulons que ça puisse nous répondre. Alors, mais quand même, les réponses sont cohérentes, ce sont des phrases cohérentes. Mais seulement, ça ne répond pas aux questions. Parce que là, c'est juste en train d'imiter à répondre aux questions. Alors, ce que les gens faisaient, comme avec le prompt, comme j'ai démontré précédemment, c'est que tu vas lui donner du texte avec un contexte et tu vas espérer que ça puisse compléter avec une autre phrase qui ressemble au contexte que tu as donné. C'est-à-dire, tu lui donnes un poème partiel pour que ça puisse compléter ce poème. Mais ça ne marchait pas encore pour beaucoup d'entre nous. C'est essentiellement les experts qui étaient en train de faire ce genre de choses. Alors, pour arriver à l'agent comme ChatGPT, il faut d'autres étapes. On a fait le pré-entraînement qui nous a donné le modèle de base. Alors après cela, nous passons à l'étape suivante qui est le fine-tuning supervisé. Comme je le dis, le fine-tuning, c'est l'adaptation. Nous voulons adapter ce modèle dans un sens supervisé. On va voir si ça signifie quoi là. Dans cette étape de fine-tuning supervisé, ce que les entreprises font comme OpenAI qui a créé ChatGPT, c'est qu'ils collectent peu de données de haute qualité.
On a vu avec le pré-entraînement que ça collectait beaucoup de données sur Internet qu'on appelle données de faible qualité parce que ces données étaient juste là, ils ont juste collecté ça. Alors ici, ils collectent des données de haute qualité. On va voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça haute qualité. C'est ce que les entreprises faisaient, c'est qu'ils payent les gens, comme nous tous ici, pour fournir ces données là-bas. Alors, ils vont collecter, par exemple, 10 000 à 100 000 exemples, donc des personnes qui génèrent ces exemples ici, des personnes à qui on paye. Et après, ils ont ces données ici qu'ils ont récoltées des personnes, ces données de haute qualité, qu'ils utilisent pour adapter le modèle de base. C'est-à-dire, ils font encore une sorte d'entraînement sur les nouvelles données. Donc, ils prennent leur modèle de base, ils l'adaptent sur les nouvelles données de haute qualité. Et ce modèle, on l'appelle généralement le SFT. En anglais, c'est Shrink and Fine-Tune. Le shrink, c'est comme diminuer, et le fine-tune, c'est adapter. Donc, ils adaptent ça sur très peu de données. Et ça, c'est un exemple de données que les gens fournissent. Donc, on les paye pour fournir ça. C'est-à-dire, un exemple typique, c'est le prompt, qui est comme une question ici. C'est, est-ce que tu peux écrire une petite introduction à propos du terme monopsie, par exemple? Alors, la personne génère cette question et la personne aussi génère la réponse. Donc, tu as des exemples de données de haute qualité où tu as la question, tu as la réponse. Tu as la question, tu as la réponse. Alors, ils collectent beaucoup de ces données ici. Alors, ils adaptent le modèle pour qu'ils puissent commencer à comprendre que ça, c'est une question et je vais leur donner une réponse. Et généralement, on va leur donner un guide qui est comme ça. Je pense que c'est trop petit pour voir, mais l'essentiel, c'est qu'ils ont un document. Si quelqu'un va donner ces exemples, on lui donne ces grands documents qui lui donnent les détails, comment générer ce genre d'exemplaires. On lui dit, sois sincère, il ne faut pas donner des choses qui peuvent nuire, ainsi de suite, pour que le modèle puisse apprendre les choses réelles et ça va commencer à répondre aux questions. D'ailleurs, pour l'entreprise comme OpenAI, pour engager les gens aux États-Unis à donner ces données, c'était trop cher pour eux. Alors, ils ont engagé des gens qui sont au Kenya, où ils ont payé très peu d'argent et les gens n'étaient pas très contents. Ils disaient que c'était exploiter les Africains. Mais voilà, c'est comme ça que ces entreprises sont en train de récolter les données. Et cette étape d'adaptation, ça demande moins de ressources physiques comme le GPU et ça prend juste quelques jours au lieu de plusieurs mois. Donc, avoir le modèle de base, c'est ça même l'étape coûteuse. Alors ça, après qu'ils aient adapté, le modèle peut commencer maintenant à répondre aux questions. Quand tu lui donnes une question, ça donne des réponses. Mais il se peut que, et d'ailleurs, pour beaucoup d'entreprises comme Meta, ils se sont arrêtés à cette étape ici. Pour les modèles qui sont en train de donner aux gens, ils se sont juste arrêtés à cette étape ici de fine-tuning supervisé. Alors, les gens comme OpenAI, ils ont compris que, bien que ça donne des réponses, certaines réponses ne sont pas les réponses que les personnes veulent. Alors, comment on va faire que ce modèle puisse retourner des questions que les gens sont en train de vouloir? Alors, ils sont allés à une étape supplémentaire. Et cette étape supplémentaire, c'est modélisation de récompense et apprentissage par renforcement. Donc, on a vu le pré-entraînement qui nous donne notre modèle de base. On a vu le fine-tuning supervisé qui nous donnait un modèle qu'on appelle SFT qui répond maintenant aux questions. Parce que le modèle de base régénérait seulement les données, ne pas nécessairement répondre à nos questions. Le SFT répond aux questions, mais ces réponses là-bas peuvent pas être beaucoup plus préférées par nous les humains. Alors, ChatGPT est parti à une étape supérieure qui est la modélisation de récompense et l'apprentissage par renforcement. Ça aussi, c'est un domaine où il y a beaucoup à dire, mais je veux juste donner l'intuition globale. Et les questions sont la bienvenue. Ce qu'ils font, c'est que après qu'ils aient eu leur SFT, le modèle qui peut répondre aux questions, alors, ils génèrent d'autres questions. Et ils donnent à ce modèle ECFT. Ce modèle ECFT répond à ces questions. Donc, la même question ici, génère-moi le code en Python qui fait le ping et ça génère des réponses. Et à chaque fois que tu donnes la même question, ça ne génère pas exactement la même réponse. Ça régénère une réponse qui est deux fois correcte, deux fois pas correcte. Alors, ça régénère les exemplaires de réponses à une même question. Alors, ils prennent ces données là-bas, ils donnent aux gens, les personnes comme nous, pour que ces personnes-là puissent dire quelle est la réponse
qu'ils préfèrent de plus. Par exemple, ici, la réponse à droite, les gens l'ont préféré beaucoup plus par rapport à la réponse au milieu. Alors, ils font ça pour beaucoup des données et beaucoup de gens vont annoter ce qu'ils préfèrent comme réponse. Et d'ailleurs, ça, c'est un processus trop difficile parce que si quelqu'un doit commencer à lire ça pour voir je préfère quoi, c'est pas si facile. Mais bon, ils ont de l'argent pour payer aux gens et les gens, ils s'y mettent, ils travaillent et ils donnent ces résultats. Alors là, ils ont des données supplémentaires qu'ils vont utiliser pour entraîner un autre petit modèle qu'on appelle le modèle de récompense. Alors, ce modèle de récompense, ce qu'il fait, c'est juste imiter ce que les gens étaient en train de faire. Au lieu que tu puisses toujours avoir les personnes en train de donner leur préférence à quelle réponse, tu récoltes juste peu de données, tu entraînes un modèle qui va commencer maintenant à donner le score à chaque réponse que le modèle, le SFT modèle est en train de produire. Et quand tu as ça, tu passes à l'étape, et c'est ça que j'étais en train de parler précédemment, où tu as la question qui est le prompt, la complétion qui est la réponse, et ils y mettent un token spécial qu'on appelle reward, et que ce modèle doit apprendre à donner un score comme les humains. Et quand maintenant ils ont ce score, ils passent à l'autre étape de renforcement, d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, quand ils y donnent une question et la complétion, et le modèle là que je parlais de récompense, ce modèle de récompense, quand il donne le score et que ce score n'est pas comme le score et que le modèle a un score qui n'est pas comme le score dont on veut, on modifie ce modèle dans le sens où ça va commencer à générer des choses que les gens vont plus préférer. Alors, c'est pour ça que ChatGPT est trop populaire parce qu'il est en train de régénérer des choses que les gens sont en train de beaucoup plus préférer. Alors, ça, c'est un exemple d'un papier scientifique que les gens d'OpenAI ont publié pour voir quel est le type de modèle qui est préféré par les personnes. Le modèle qui sont PPO, comme on est en train de voir là, le PPO, c'est beaucoup plus préféré parce que ça a obtenu un grand score par rapport à d'autres modèles type SFT et les modèles de base. Rappelez-vous, nous avions un modèle de base comme GPT la Prompted. Ce sont les modèles de base et après cela, on a le SFT et puis maintenant le modèle PPO. Ils ont juste nommé ça PPO, mais on peut juste penser ça comme un modèle ChatGPT. Ça a un score élevé pour dire que dans la plupart des cas, les gens préfèrent les réponses de modèles PPO qui sont type ChatGPT. Alors, c'est pour ça que c'est même trop populaire. Et l'étape de modélisation de récompense et apprentissage par renforcement est généralement appelée RLHF. En anglais, c'est renforcement, c'est Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, apprentissage de renforcement à partir des retours humains. Donc, les personnes donnent leurs préférences par rapport à ce qu'ils préfèrent et puis on adapte le modèle selon les préférences des humains. Et c'est une étape, pour l'instant, beaucoup de personnes ne savent pas comment bien implémenter ça. OpenAI, qui a créé ChatGPT, c'est un des cas exceptionnels. Même des entreprises comme Meta ou Google, ils sont encore en train de souffrir pour implémenter cette étape-là correctement. C'est pour ça que le Gemini ou le Bard n'est pas très préféré comme ChatGPT, parce que les réponses que ça donne, ça ne vibre pas encore avec les préférences de nous les humains, bien que ça donne les réponses qui ont un sens. Voilà. Il y a beaucoup de modèles type ChatGPT, bien que ChatGPT est le plus populaire. Il y a le GPT-4, qui est celui qui vient après ChatGPT, qui est très populaire. Il y a des gens à l'université de Berkeley qui sont en train de donner un score à ces modèles, et le ChatGPT jusque-là, c'est celui qui a le score le plus élevé. Et les ChatGPT sont propriétaires, donc le seul moyen de les accéder, c'est avec l'interface de OpenAI. Certaines versions comme GPT-4 sont payantes et les autres comme ChatGPT 3.5, ils sont gratuites. Mais il y a les autres comme Llama, comme Alpaca, ce sont des modèles
certains que tu peux accéder toi-même. Tu peux prendre ce modèle-là et l'exécuter sur ton ordinateur. Et surtout si tu as les GPE qui peuvent faire ça, parce qu'avec nos ordinateurs simples qui n'ont pas des GPU très puissants, tu vas attendre un mois pour que ça puisse te régénérer juste une phrase. Et si vous voyez à la ligne de production de ce grand modèle de langage, de 2019 jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a plus de ces modèles qui sont produits. Bien que nous savons seulement ChatGPT, mais il y en a beaucoup pour l'instant. Les applications, il y en a beaucoup. Je vais juste présenter quelques applications ici. Une des applications, c'est la traduction de langue. Tu peux dire, est-ce que tu peux me traduire cette phrase de l'anglais en français? Ça va te le faire. Est-ce que tu peux... tu lui poses une question, écris-moi un poème, écris-moi la lettre de motivation, ça va te le faire. Ça peut synthétiser le texte. Tu as un grand texte, tu me dis, est-ce que tu peux synthétiser ça dans 3 phrases? Ça va le faire. Génération de texte ou de code ou tout ça, ça peut le faire. Juste pose une question et ça va générer ce texte là-bas. Et les tâches de programmation, ça peut débugger le code. Tu peux avoir un code qui ne marche pas, tu le mets dans ChatGPT, tu lui dis, est-ce que tu peux me trouver le bug qui est là-bas? Ça va te trouver 2 fois. Ça va te trouver, dépendant de la complexité de ton code. Ça peut être des assistants personnels ou ça peut composer les emails, ça peut planifier des rendez-vous. Tu peux juste lui dire, ChatGPT, est-ce que tu peux me faire ceci? Ça va te donner un résultat qui est en train de faire ce que tu as demandé. Et même le chatbot, c'est parmi les applications les plus populaires. Au lieu d'avoir un chatbot qui est comme un robot où tu es en train de sélectionner option numéro 1, option numéro 2, les chatbots type ChatGPT, tu vas voir comme si tu es en train de parler à un humain, parce que ça est en train de régénérer le texte par rapport à tes questions qui ressemble à un humain qui répond. Une des applications qui sont trop intéressantes, que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est cette idée d'avoir un LLM comme un CPU. C'est-à-dire, ça devient un outil qui orchestre certaines actions. Parce que les gens ont compris que le LLM, il ne sait pas faire les choses, il ne sait pas très bien faire les choses comme calculer, ainsi de suite, mais ça comprend le texte naturel, dans notre langage naturel. Alors, quand tu lui envoies le texte, par exemple, dis « fais-moi 5 plus 5 », ça n'a pas appris à faire 5 plus 5, ça a appris à générer le texte cohérent. 2 fois, ça va te donner 5 plus 5 est égal à 15. Alors, les gens ont compris que ce n'est pas très spécialisé en ça, mais ça peut comprendre qu'il veut faire l'arithmétique et j'ai besoin de la calculatrice. Ça peut envoyer 5 plus 5 à la calculatrice, qui est même le code Python, par exemple, et ça va calculer 5 plus 5, ça retourne le résultat et le LLM te le représente. 5 plus 5 est égal à 10. Ça peut faire d'autres choses. D'ailleurs, l'entreprise comme Microsoft est en train de pousser pour inclure des composants de LLM dans leur système d'exploitation, où quelqu'un peut juste commencer à dire, est-ce que tu peux m'effacer tel dossier qui est nommé comme ça? Et ça te l'efface sur ton ordinateur. Alors, tu peux te dire, quelle est telle fonctionnalité pour faire ceci ou cela? Tu peux juste te poser la question quelque part sur ton ordinateur. Est-ce que tu peux me faire ceci? Et le LLM comprend ce que tu veux faire, ça te représente des options et tu te dis, bon, je veux telle option et puis ça va te le faire. Donc, ça, c'est aussi des applications qui sont assez intéressantes pour l'instant. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et s'il y a une question ou des questions, c'est la bienvenue. Merci beaucoup, Jonathan, donc, pour la présentation, pour cette belle présentation. Donc, si je comprends très bien, ChatGPT n'a pas démarré avec les fonctionnalités qu'on a appris de ChatGPT aujourd'hui. Il a commencé par donner des informations de base sans pour autant comprendre à répondre à des questions. Et au fur et à mesure, il s'est amélioré. Dans la partie amélioration, il y a l'usage ou les appels aux humains pour pouvoir l'aider à faire du fine-tuning. Donc, pour dire, voilà, ce que tu as répondu là, c'est la meilleure réponse, c'est une réponse qui est cohérente, c'est une réponse qui se rapproche plus de la réalité. Et au fur et à mesure, il apprend à apprendre, comme je peux le dire. Donc, il apprend à apprendre. Et comme il y a beaucoup de données qui doivent entrer dans le process de ChatGPT pour lui permettre de pouvoir mieux apprendre,
l'entreprise OpenAI a développé d'autres modèles à côté pour se faire passer pour un humain, pour demander à ChatGPT, voilà, ce que tu réponds comme réponse là, la meilleure façon serait, où les humains préféreraient que tu répondes comme ceci à la place. Question de pouvoir vraiment faire du fine-tuning sur tes façons de répondre, les façons de répondre de ChatGPT, ainsi de suite. Et autre chose que j'ai compris, c'est que, sauf erreur de ma part, bien sûr, c'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir une machine, t'as pas besoin d'avoir une performance de machine cadrée sur le CPU, donc, qui est le computer units, donc tout ce qui est partie cerveau-moteur de l'ordinateur, mais c'est plus, les demandes sont faites plus au niveau de carte graphique, donc le processeur de carte graphique qui doit être un peu plus élevé. Je finis par comprendre que j'ai suivi récemment un event qui était modéré par l'entreprise Nvidia, et j'ai vu que l'entreprise Nvidia prenait de la valeur en bourse. Pourquoi? Parce qu'il a produit énormément de processeurs, entre autres son processeur graphique, qui est le processeur H1000, H100 si je ne me trompe pas, qui est plus vendu chez les providers de cloud, qui, entre autres Microsoft, tout ce que vous connaissez comme provider de cloud, qui peuvent utiliser des solutions de OpenAI. Ils peuvent utiliser des solutions de OpenAI. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de comment on arrive à quitter la partie traitement au niveau de CPU, on le balance au niveau de GCPU. Ouais. Je veux juste dire que bien que la tendance est en train de choyer le GPU pour l'instant, ce n'est pas dire qu'on va maintenant quitter des CPU jusqu'au GPU. Non. On a toujours besoin de CPU, on a aussi besoin de GPU. La différence, c'est que les CPU sont spécialisés à traiter les informations d'une manière sérialisée, c'est-à-dire ou séquentielle. C'est-à-dire quand tu as une tâche, ou par exemple faire quelques calculs sur ton ordinateur, le CPU est en train de traiter des choses un par un. C'est pour ça qu'on a plusieurs corps. Tu peux faire une sorte de parallèle. L'hypertrading, quoi. Oui. Tu peux te les faire en parallèle. Mais c'est assez limité quand tu veux faire beaucoup et beaucoup de calculs au même moment. C'est pour ça qu'on a besoin de GPU. Un exemple typique avant l'IA où on utilisait les GPU, c'était les vidéos ou le graphique comme le jeu vidéo. C'est-à-dire, tu devrais calculer certaines choses pour afficher certaines histoires sur l'écran, comme quand la vidéo est en train de jouer ou comme quand le jeu vidéo est en train de jouer. Ça a beaucoup de graphiques, ça fait beaucoup de calculs dans le background pour afficher ce que ça affiche. Alors, pour cela, le CPU est assez lent parce que ça fait des choses d'une manière séquentielle. Le GPU, d'ailleurs, le GPU est moins rapide que le CPU, mais la différence, c'est que le GPU a beaucoup de corps, comme le CPU. D'ailleurs, les corps peuvent aller même au-delà de 1000. Et ça te fait des choses, en anglais, ils appellent en parallèle, quoi, même en français. Ça te fait des choses en parallèle. Et parce que ça, cette habilité de se faire des choses en parallèle. Donc, tu lui donnes beaucoup de choses, ça te le fait en parallèle et ça te retourne le résultat. Mais le CPU va te le faire d'une manière séquentielle et ça, c'est un peu lent. Une analogie que j'ai toujours eu en tête, c'est que le CPU, c'est comme un véhicule de course, comme une Ferrari. C'est trop rapide. C'est-à-dire, si tu lui donnes une charge, amène-moi ça à tel endroit, ça te le fait très rapidement. Et puis, ça rentre. Tu peux lui donner une autre chose, ça te le fait rapidement. Mais le GPU ne peut pas te faire ça. Ça prend un peu lentement. Le CPU, c'est comme un camion avec un grand contenant. Donc, tu peux lui donner beaucoup de choses. Ça te dit, OK, voilà, je veux faire parvenir ça à un endroit particulier. Et dès que ça arrive là-bas, tu as tes résultats. Donc, la Ferrari doit faire beaucoup de courses et ça commence à être trop lent quand tu as beaucoup de données. Alors, c'est ça. C'est ça généralement la différence. On a besoin de CPU, mais les GPU sont des outils spécialisés pour des applications particulières, comme le graphique, comme pour l'instant l'entraînement de ces grands modèles de langage
Et comme c'est devenu trop populaire, évidemment, les entreprises qui fournissent ces GPU deviennent aussi et ont maintenant beaucoup de valeur. Mais Exactement. c'est ça. Trop riche, trop riche, trop riche. Le cas de Nvidia qui prend de la valeur énormément. Depuis la sortie de ChatGPT, Nvidia prend de la valeur. Ouais. Donc, OK, on va essayer de récolter quelques petites questions qui ont été posées dans le chat. Je sais pas, je pense que déjà, il y a une de questions qui a été répondue durant les échanges. Il y a la question de Bernard Ngandou, je vais le faire passer. Il y a désormais, il parle de Ollama qui permet de faire l'interface de modèle open source sur le CPU, minimum 8 gigas. Donc, on comprend bien, Bernard, comme lors de nos échanges, on a parlé vraiment de processeur graphique qui est plus demandé pour ce genre de modèle. Donc, la rapidité ou le performance que peut avoir ton CPU, il commence à compter un peu moins que le processeur graphique. Donc, je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question, mais je pense que c'est un peu ça, sauf erreur de ma part. Donc, je laisse le libre choix au docteur Jonathan Kabbalah de pouvoir répondre ou de pouvoir approfondir sur ça. Le modèle Llama de Meta peut être exécuté sur un CPU. Évidemment, si tu as suffisamment de mémoire RAM. Il y a une tendance de faire en sorte que certains modèles de certaines capacités peuvent être exécutés sur les CPU. Et il y a certaines computations qui sont en train de se passer derrière, comme les computations approximatives. Par exemple, tu ne veux pas que ça puisse te faire des choses exactes, ça te fait des choses approximatives. Et en pratique, ça donne des résultats assez intéressants. Donc, tu peux... par exemple, si tu veux stocker le 32 bits chiffre décimal, ça demande beaucoup de mémoire, mais tu peux stocker par exemple 16 bits décimal et ça ne prend pas beaucoup de mémoire. Et il y a aussi certains composants qui sont en train de quoi? Ils améliorent comment faire certains calculs qui se passent dans ce modèle là-bas. Comme il y a une étape qu'on appelle le attention. La manière dont on faisait cette opération-là était coûteuse et pour l'instant, les gens ont découvert certaines manières rapides à faire ces calculs là-bas. Et ça devient assez simple d'exécuter ça sur les CPU. Donc, il y a des modèles petits comme le Llama qui peuvent être exécutés sur les CPU. Évidemment, ça peut des paramètres, ça ne peut pas te faire de grandes choses comme ChatGPT. D'ailleurs, tu peux entraîner une petite modèle spécialisée, par exemple, pour juste régénérer des poèmes, et ça ne demande pas assez de paramètres comme ChatGPT. ChatGPT, l'avantage, c'est que ça te fait une myriade de choses, et pour l'instant, la taille de ChatGPT, il ne peut pas être exécuté d'une manière efficace sur les CPU. Raison pour laquelle ils ont recouru au cloud Microsoft Azure là, pour pouvoir utiliser leur partie compute. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, si on veut apprendre à faire des petites choses comme du ChatGPT, on peut se limiter à des modèles qui nous donnent des réponses sans pour autant beaucoup réfléchir de la même façon que ChatGPT. Ouais. Il y a une autre question de Monsieur Joshua qui dit, parmi les avantages de LLM, comment peut-on faire l'automatisation de processus? Par exemple, le service à la clientèle, la génération de textes, la prédirection et la classification dans un système de ticketing comme ServiceNow ou SCCM. Ce type de technologie semble nécessaire pour l'optimisation de processus de traitement client. Est-ce qu'on peut intégrer les LLM dans ce genre de solution? Oui, on peut les intégrer. Il y a quelques exemples qui me viennent en tête. Par exemple, sur le service client, si tu as un client qui cherche certaines réponses, tu as un website, par exemple, qui offre certains services et que la personne veut parler à quelqu'un de l'entreprise pour savoir quelques histoires à propos de leurs entreprises. Au lieu que tu puisses avoir un humain qui répond aux questions, tu peux avoir un LLM qui est derrière ça pour répondre aux questions. Mais généralement, si tu lui donnes un LLM comme ChatGPT, ça va
pas répondre aux questions d'une manière efficace. Alors, ce que les gens font, et ils recourent à certaines applications. En anglais, ça s'appelle Retrieval Augmented Generation. C'est comme la génération, c'est comme l'extraction augmentée par la génération. C'est-à-dire, tu as tes documents dans l'entreprise qui ont des réponses. Les gens ont écrit des procédures. Alors, le LLM, quand quelqu'un lui pose la question, ça comprend que cette personne est en train de chercher ceci et cela. Ça va interroger une base de données qui a les données et ça te répond avec les données qui viennent de la base de données, mais ça les structure d'une certaine manière comme c'était un humain qui a répondu. Ça, c'est un exemple typique où les gens peuvent utiliser le LLM dans un service client. Même dans l'entreprise, par exemple, il y a quelqu'un qui se dit OK, moi, je ne sais pas comment configurer telle chose sur l'ordinateur. Généralement, les entreprises traditionnellement ont des documents et des documents dans leur intranet. Les gens doivent chercher c'est où est tel document. Généralement, c'est beaucoup de travail. Quelqu'un peut juste aller, il pose une question. Et le LLM, il va chercher la réponse pour toi. Il va comprendre ta question. Il peut te la régénérer. D'ailleurs, tu peux même entraîner le LLM sur les données de l'entreprise pour que ça puisse s'adapter à cette entreprise là-bas. Et ça peut te répondre d'une manière assez efficace que toi-même en train de chercher où est telle donnée, où est telle donnée. Et c'est un des exemples qui me sont venus en tête, mais il y en a en tout cas beaucoup et ça peut être intégré dans beaucoup de ces applications-là. Effectivement. OK. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, sauf erreur de ma part. Donc, je chante des délire de commentaires là. Je n'ai pas reçu d'autres commentaires, questions. Il y a une question de M. Bernard Ngandou. Je vais le partager là. Je le mets à l'écran. Entre le RAG et le fine-tuning, quelle approche vous proposez pour un LLM spécialisé? En tout cas, ça dépend. Ça dépend de l'application que la personne est en train de chercher. Quelque chose comme ChatGPT, il ne va pas bien marcher avec le RAG parce que l'objectif, ce n'est pas que ça puisse nécessairement extraire les données. Parce qu'avec le RAG, tu veux que ça puisse extraire certaines données que tu as au lieu que ça puisse juste répondre de soi-même. Ça se base sur certaines données que tu as et ça extrait ces données là-bas. Mais avec ChatGPT, tu veux que ce soit assez générique et tu veux que ça soit entraîné sur beaucoup de données et que ça puisse s'adapter à un certain type de questions quand les personnes sont en train de poser des questions. Alors, dans ce cas-là, je veux dire que le fine-tuning est beaucoup plus adapté à des modèles type ChatGPT. Mais si tu veux avoir un LLM qui est spécialisé dans un domaine ou que tu veux que ça puisse donner des réponses assez limitées à un domaine particulier. Par exemple, si tu as une entreprise de finance, tu as des documents financiers et que tu veux que le modèle puisse commencer juste à répondre, à te donner des réponses par rapport à ces données financières là-bas. Alors, le RAG peut être une application que tu voudras dans ce sens là-bas. Tu entraînes ton LLM. D'ailleurs, même pour faire le RAG, tu as toujours besoin de faire le fine-tuning sur ce modèle-là pour que ça puisse commencer à te faire l'extraction des informations dans des documents particuliers. Donc, ça dépend de l'application que tu veux. Des fois, le RAG est plus approprié, des fois, le fine-tuning est plus approprié. Ok, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, il faut commencer par proposer quel type d'application, d'où tu veux aller, ensuite choisir sur base de cas de spécialisation, afin de pouvoir l'orienter vers la solution que tu souhaites implémenter. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on dira merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'event. Donc, à la prochaine. Donc, si on a d'autres sujets, on a d'autres idées, on n'hésitera pas de pouvoir le partager avec vous, toujours en ligne. Restez connectés et on est là pour pouvoir échanger. Merci et au revoir.